devant vous. Et ravie que vous soyez aussi nombreux. Donc, je vais essayer d'être la plus précise possible et de répondre à vos questions autant que possible. Je me présente, je m'appelle Blanche Marès et je suis responsable du classement de la liberté de la presse à Reporters sans frontières. Donc, je suis data journaliste. Alors, c'est une forme de journalisme assez spécifique parce qu'en fait, on n'utilise pas seulement les mots, mais aussi les chiffres et on essaye de les rendre le plus accessibles possible pour que ce soit le plus lisible possible. Donc, par exemple, on va faire des cartes, on va faire des graphiques, on va aller voir des grosses bases de données avec plein de lignes Excel, etc. Et on va essayer d'en faire quelque chose de lisible pour que tout le monde puisse comprendre l'information. Parce que parfois, c'est un petit peu décourageant de voir des chiffres sans pouvoir les rendre accessibles. Donc, je sais que cette année, le thème de la semaine de la presse dans les médias à l'école, c'est où est l'info ? Ben, nous, on a un outil assez facile, enfin assez lisible et pratique pour trouver où est l'info. C'est la carte de la liberté de la presse. Et donc, je vais vous la présenter le plus clairement et possible, enfin, en tout cas, essayer. Donc, vous voyez ici le résultat final. C'est la carte qui est publiée tous les ans, avec des couleurs en fonction de catégories. Donc, si un pays a un score entre, par exemple, 100 et 85 points sur 100, bien sûr, il sera en vert, et ainsi de suite. On a un dégradé de couleurs en fonction du degré de liberté de la presse pour chaque pays. Ça, c'est vraiment ce qu'on publie tous les ans et qui évolue en fonction de l'état de la liberté de la presse dans le pays. Mais c'est le produit final. Moi, je vais vous expliquer comment est-ce que, au fur et à mesure, on crée cette carte. Alors, en fait, ça, on peut voir ici que c'est les 180 pays qui sont juste évalués. Et pour les évaluer, on a décidé de se baser sur une définition, ce que je vais vous montrer juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet outil est très, très, très utile pour RSF parce que c'est un outil de plaidoyer unique. C'est-à-dire qu'à partir de la carte, on va pouvoir dire à un pays « mais vous avez vu que votre indice a baissé et que la situation de la liberté de la presse s'est dégradée, il faut que vous puissiez réagir et faire des choses pour améliorer la situation. » Alors, je me demandais au début si ça pouvait vraiment fonctionner. Est-ce que juste une carte peut avoir de l'impact auprès de gouvernements ? Mais en fait, il est assez étonnant de voir à quel point les gouvernements écoutent et réagissent à notre classement. Quand le classement est publié, il y a des gouvernements, des présidents, des premiers ministres qui réagissent directement, publient sur les réseaux sociaux et se réjouissent ou alors critiquent la position dans le classement. Et donc, c'est comme ça qu'on va permettre au fur et à mesure de mobiliser les États pour qu'ils comprennent qu'il faut réagir et changer les choses dans leur pays. Donc, c'est vraiment l'objectif principal de la carte, mais bien sûr que pour que ça fonctionne, il faut que la méthodologie soit transparente et qu'ils puissent comprendre ce qui se passe derrière, parce que sinon, on n'aurait aucun impact. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se baser sur la définition de la liberté de la presse. Notre définition, enfin, la définition qui a été rédigée par des experts et des chercheurs, dit que c'est la possibilité d'être journaliste sans interférence politique, économique, légale, sociale ou sécuritaire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être journaliste sans avoir des problèmes qui viennent soit pour des raisons politiques, soit des raisons économiques, ou alors mettre en danger sa sécurité. C'était vraiment notre point de départ. À partir de là, on a décidé de faire 5 indicateurs. Donc, ils sont en anglais, j'ai oublié de traduire cette partie, mais vous comprenez qu'en fait, on a décidé de diviser la carte en 5 sous-cartes, en fait. Une carte politique, une carte économique, une carte légale, sociale et une sécuritaire. Donc là, les 4 premières cartes sont basées seulement sur des réponses à un questionnaire. En revanche, la dernière carte, celle sur la partie indicateur sécuritaire, est basée à la fois sur un questionnaire et aussi un tiers de cet indicateur est calculé par les données que nous, on collecte, c'est-à-dire le nombre de journalistes tués, otages, disparus, ou alors les médias fermés dans un pays au cours de l'année précédente. C'est vraiment, c'est pas des chiffres qu'on invente, c'est des chiffres
où derrière, on a toute l'équipe qui travaille dessus et qui essaye de dire, bah voilà, dans tel pays, en fait, tous les matins, ils font une veille et ils voient qu'il y a eu tel événement. Et ensuite, ils enquêtent pour savoir si c'est juste, par exemple, si c'est le cas d'un journaliste, c'est un peu difficile de parler de sujets comme ça de façon crue, mais par exemple, un journaliste tué, la première chose qu'on va se demander quand on va avoir l'information, c'est est-ce qu'il a vraiment été tué en raison de son travail? C'est-à-dire, soit parce qu'il était en train de travailler, ou alors parce qu'il a écrit des choses et qu'il y a des personnes qui veulent qui portent atteinte à sa vie parce qu'il avait écrit des choses. Par exemple, si on se rend compte que en fait, le journaliste a été assassiné pour une raison autre, par exemple des raisons familiales, et ben, bien sûr qu'on ne va pas compter ce journaliste dans notre c'est triste hein, parce que ça reste une personne qui est décédée bien évidemment, mais nous, on se concentre vraiment sur les personnes qui ont été tuées parce qu'ils travaillaient. Et c'est le plus important, donc ça demande d'enquêter à chaque fois. Et c'est un travail qui ne dure pas juste au moment de la création de la carte, mais qui s'étale sur toute l'année. Donc voilà. Donc la plupart de nos indicateurs sont basés sur un questionnaire. C'est un questionnaire qui est envoyé à 180, dans les 180 pays et qui est envoyé à des experts de la liberté de la presse. Donc c'est pas seulement des journalistes, ça peut être par exemple des chercheurs, des juristes, des personnes qui travaillent dans des ONG, des défenseurs de la liberté de la presse. En fait, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils puissent avoir du recul sur la situation de la liberté de la presse dans leur pays et des connaissances spécifiques sur la liberté de la presse. Même un très très bon journaliste dans n'importe quel pays n'est pas forcément renseigné parfaitement sur la situation de la liberté de la presse. Il peut avoir des compétences économiques très importantes ou alors être spécialisé dans le sport, la musique, même la politique, mais pas forcément s'intéresser à la liberté de la presse. Et nous, c'est vraiment ce qu'on cherche. Le plus important, quand on interroge les personnes, c'est d'avoir des personnes qui ont des profils très différents. On n'a pas envie d'interroger seulement des personnes qui sont dans la capitale, seulement des hommes, seulement des journalistes. Donc, on essaie d'avoir une diversité de profils la plus importante possible. Et comme ça, la diversité permet d'avoir de la représentativité et à la toute fin, d'être quand même exact, d'avoir une vraie représentation exacte de la réalité. Donc voilà, ça c'était vraiment la partie la plus pénible, c'est juste pour vous montrer comment c'est fait derrière. Mais maintenant, j'avais mis un exemple pour illustrer le propos. La France, puisque ça nous intéresse souvent, et j'ai souvent des questions sur la France. Là, par exemple, je ne vais pas avoir le diapo entier, mais donc on voit que la France a un score de 78,65 sur 100 et que son rang est 21e. Le plus important, quand on regarde ce score, au début, il nous semble tout simple, mais en fait, on peut regarder par indicateur. C'est-à-dire que, par exemple, là, si on regarde les différents indicateurs, on va se rendre compte que l'indicateur économique est l'indicateur qui est le plus bas. Donc, il est à 66 sur 100, alors que les autres indicateurs sont supérieurs. Si l'indicateur est aussi bas, c'est parce qu'en France, il y a par exemple des problèmes de concentration de liberté de la presse qui sont généralement détenus par... Les médias sont détenus par un faible nombre de personnes et que cela, c'est pas forcément bon structurellement pour qu'il y ait ensuite une bonne liberté de la presse. En revanche, on peut voir que les autres indicateurs sont plus élevés. Et c'est vraiment essayer de trouver les nuances entre les différents indicateurs. Par exemple, on peut aussi se rendre compte que la position sécuritaire, donc quand on regarde la sécurité, le dernier indicateur, la France n'est pas très bien placée en termes de sécurité, 49e sur 180. C'était notamment dû aux violences dans les manifestations, et donc ça peut expliquer que la France a un rang aussi un petit peu plus bas dans ce domaine par rapport aux autres domaines. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on arrive à décortiquer et comprendre. Nous, on rend bien sûr nos questions complètement accessibles sur le site internet pour que les gens puissent voir dans chaque catégorie quelles sont les questions qu'on pose.
je passe à la suite. J'avais mis une petite question. Pourquoi le classement est publié le 3 mai? Parce qu'en fait, on peut se poser cette question. Si c'était interactif, si je vous voyais, je vous laisserai répondre. Je vais vous donner la réponse du coup. Mais c'est parce que le 3 mai est la journée internationale de la liberté de la presse. Et donc, c'est pour cela qu'on publie le classement le 3 mai. Donc, le 3 mai prochain, soyez attentifs, il y aura le nouveau classement et vous pourrez comprendre quelles sont les nouvelles tendances. J'ai ensuite essayé de vous présenter en grande ligne les résultats de l'année passée et ce que cela voulait dire. Donc déjà, là, j'ai créé un graphique qui explique quelle est la proportion de pays qui ont une bonne situation, une situation plutôt bonne. Donc, vous vous rappelez, c'est en fonction du score des pays. Les couleurs sont basées sur le score du pays. Donc, on se rend compte que les conditions d'exercice du journalisme sont bonnes ou plutôt bonnes dans seulement un quart des pays. C'est un constat assez dramatique et chaque année, c'est de pire en pire depuis la création du classement. Le nombre de pays en rouge foncé ou en situation difficile ne cesse d'augmenter et en bonne situation ne cesse de diminuer. Donc, justement, je vous parlais de rendre les données accessibles. Là, la carte, je lui ai donné une autre forme. L'objectif, c'était de montrer que au-delà du nombre de pays, le pourcentage de la population mondiale qui se trouve dans un pays en très mauvaise situation est important, même très important, puisqu'en fait, plus de 50% de la population mondiale se trouve dans un territoire où la situation de la liberté de la presse est très grave. C'est un constat qui est extrêmement dramatique et ça nous permet de prendre conscience de l'ampleur, de l'impact que c'est pas seulement un nombre de pays, mais que si on regarde le nombre de personnes qui sont vraiment atteintes par le problème, c'est bien plus important. Et c'était aussi important d'essayer de regarder la carte sous un autre angle, parce que quand on change de représentation, on se rend compte aussi des différentes tendances. Alors, si on regarde on me pose aussi souvent cette question, donc je vous ai mis le top 3 et les 3 premiers pays et les 3 derniers pays du classement. En réalité, c'est pas tant le problème d'être 3 derniers ou 3 premiers, puisque si on regarde les 10 premiers ou les 10 derniers, c'est le même, c'est des problématiques similaires. Les 10 derniers pays, en termes de liberté de la presse, ce sont souvent des zones où on n'a pas du tout accès à l'information, où être journaliste est dangereux, voire on risque notre vie en étant journaliste. Parfois, il n'y a même plus de journalistes. Et souvent, ce sont des régimes extrêmement autoritaires, tout le temps. Et donc, on se rend compte qu'il y a un vrai lien entre la liberté de la presse et les autres libertés. On dit souvent que c'est à partir de la liberté de la presse, que toutes les libertés dépendent de la liberté de la presse. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir à l'échelle du monde. On s'était notamment rendu compte l'an dernier qu'en Asie, il y avait 5 pays, qui occupaient les 10 dernières places du classement. C'est assez flagrant et c'est une problématique qui est vraiment importante. Par exemple, en Birmanie, il y a plus de 60 journalistes qui sont actuellement détenus. C'est la même chose en Chine, où plus de 100 journalistes sont derrière les barreaux, notamment des Ouïghours, des journalistes ouïghours qui sont ciblés encore plus que les autres journalistes. L'an dernier, on avait fait un constat. On avait regardé les différents indicateurs dont je vous ai parlé au début, donc politique, économique, légal, social et sécuritaire. Et on s'était rendu compte que l'indicateur politique baissait beaucoup plus que les autres. Il perdait 7 points. C'était vraiment quelque chose, quand on a observé les résultats du classement, on s'est dit, on ne peut pas ne pas parler de ça. Et donc, on a décidé de titrer et de choisir notre angle, qui était la liberté de la presse et sous pression politique. Les pouvoirs politiques sont censés défendre les journalistes et parfois, on se rend compte que c'est même pourtant eux qui les mettent en danger. Et donc, c'était vraiment ce qu'on voulait montrer. Et
C'était d'autant plus important que l'année 2024 était une année électorale sans précédent. Il y avait vraiment beaucoup de pays dans le monde qui se rendaient aux urnes. Et on se rend compte souvent que lorsqu'il y a un changement de pouvoir politique, les violences contre les journalistes sont plus importantes. C'était notamment le cas l'an dernier en Argentine. Et d'ailleurs, en Argentine, le pays avait chuté énormément dans le classement. Il avait perdu 26 places. Et c'était notamment du fait de la fermeture de la plus grande agence d'Argentine qui s'appelle Telam, lorsque Javier Milei a été élu. Donc en fait, il faut aussi comprendre que les moments d'élection peuvent être soit bénéfiques, mais souvent des moments où on contrôle l'information pour pouvoir rester au pouvoir. Là, cette année, bien sûr que l'arrivée au pouvoir, par exemple, de Donald Trump aux États-Unis a posé beaucoup de problèmes pour la liberté de la presse, puisqu'il a empêché la couverture d'événements à la Maison-Blanche par sa principale agence d'information, mais aussi parce qu'il a fermé il a licencié administrativement, par exemple, tous les journalistes qui travaillaient pour Voice of America. Donc, ça aurait pu ne pas être négatif, mais souvent, ces périodes de transition sont des périodes de contrôle, et c'est pour ça que l'an dernier, c'était aussi important de parler de pression politique. Et malheureusement, les événements ont prouvé qu'il fallait en parler, puisque c'est le principal problème qu'on a pu voir cette année. Alors, il y a quelque chose qui est important, c'est que si on regarde les journaux, une fois qu'on publie le classement, il y a plein de réactions. Donc, plein de journaux qui se réjouissent d'une hausse de leur pays dans le classement, etc. Ou qui critiquent une baisse. Mais en fait, il faut être très très vigilant. Parfois, un pays augmente et il gagne des places, pourtant son score diminue. Alors vous allez me dire, c'est pas possible. Mais si, en fait, son rang dépend des autres pays. Donc, si par exemple son score diminue, mais que le score des pays au-dessus de lui diminue encore plus, ils vont passer en dessous. Et du coup, le rang du pays va augmenter. C'était par exemple le cas au Sénégal, où la situation était restée globalement la même et avait même été moins bonne, et pourtant le pays avait pris 10 places dans le classement. C'est vraiment important pour nous, une fois qu'on publie, d'expliquer cette nuance et de dire, mais en fait, attention, parfois une hausse, ça ne veut pas dire que le pays augmente. C'est la même chose pour la Russie. Le pays a augmenté de 2 places. Bon, déjà, il est très très mal classé, 162e, donc une hausse de 2 places ne change pas grand-chose à ce niveau-là. Mais en plus de ça, si on regarde en détail le score avait diminué de près de 5 points. Donc, il faut être très vigilant quand on lit les classements, et pas seulement celui de la liberté de la presse, parce que souvent, il y a une réutilisation politique des rangs. Mais en fait, le plus important et ce qui n'est pas relatif aux autres pays, c'est le score. Voilà, je voulais vous montrer ce détail. Donc, bien sûr, l'an dernier, on avait beaucoup parlé de la Palestine, puisque justement, il y avait cette incapacité politique à faire respecter des principes internationaux de protection des journalistes et un grand nombre de journalistes tués. En 2020, donc l'année passée, en 2024, on a pu voir que c'était l'année où le plus grand nombre où il y avait la plus grande proportion de journalistes tués en zone de conflit. Donc à Gaza, en Ukraine, mais aussi en RDC. Enfin, en fait, il y avait plein de journalistes tués en zone de conflit, et c'était vraiment ce que nous, on cherchait à dénoncer. Normalement, les journalistes doivent être protégés lorsqu'ils couvrent des conflits, et c'est pour ça qu'ils portent des signes apparents de presse sur leur casque, leur camion, des brassards, pour justement signaler qu'ils ne font pas partie du conflit, mais sont là pour simplement transmettre l'information. Ensuite, je vous ai mis quelques exemples de visualisation que j'ai pu faire dans le passé pour justement montrer l'impact des chiffres que nous, on collecte au quotidien, et aussi ce qu'on peut en faire. Parce que si on collectait seulement les chiffres sans jamais les transmettre,
on garderait une information pour nous, mais on n'aurait pas l'impact qu'on a aujourd'hui. Le plus important, c'est de montrer que ces chiffres sont vraiment basés sur nos recherches, qu'on ne les envoie pas au hasard, c'est du travail permanent. Et donc, par exemple, on avait fait un bilan sur le nombre de journalistes tués entre 2003 et 2022, donc près de 1700 journalistes. Mais en fait, même quand on fait des visuels, je voulais montrer cet exemple, on se retrouve un petit peu coincé parfois. Et il faut savoir dire que les chiffres, on ne peut pas toujours en faire ce qu'on veut. Parfois, on ne peut pas donner une information par une carte, par un graphique. Il y a une nuance. On est obligé de montrer la limite de notre carte. Par exemple, en Birmanie, là, on avait essayé, cela date un peu, hein, c'était il y a pour les 2 ans du coup d'État en Birmanie, et on avait fait une carte pour montrer où étaient détenus les journalistes en Birmanie. Ça nous avait demandé près de 5 mois de recherche en amont, donc on a l'impression que c'est une information facile à avoir, mais pas du tout. Et pourtant, si vous regardez, il y a un point qui est dans la mer, en bas à droite, qui n'est pas dans le pays en tout cas. Si on regarde ce point, on comprend que c'est en fait les journalistes pour lesquels on n'a pas pu trouver l'information, en fait, tout simplement. Et c'est en fait la principale idée, c'est juste de savoir dire que parfois nos chiffres peuvent avoir des limites. Mais il faut savoir le reconnaître et expliquer ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Là, par exemple, on ne pouvait pas donner l'information sans préciser qu'il y avait aussi un grand nombre de journalistes qui étaient détenus à des endroits où on ne savait pas. On connaissait leur nom, mais on ne sait pas où ils sont détenus. Et c'était une information qui a aussi son importance, puisqu'en fait, c'est un vrai problème de ne même pas savoir où sont situés les journalistes détenus, alors même qu'on fait des recherches au quotidien. Donc, l'an dernier, on avait aussi parlé donc, du Moyen-Orient avec Gaza, et justement, la situation au Moyen-Orient est vraiment dégradée. Il y a un pays, donc plus de 50% la moitié des pays qui sont en rouge foncé sur la carte. Et si on regarde, il n'y a aucun pays qui n'est pas en meilleure situation que problématique. C'est vraiment la zone qui étouffe le plus sous le poids des pressions politiques et où il y a une impunité permanente. Nous avions également réalisé l'an dernier un parallèle entre notre classement et le classement de la démocratie, qui est fait par The Economist. Et en fait, on avait pu confirmer qu'il y avait vraiment un parallèle entre les régimes autoritaires et une situation très grave dans la liberté de la presse. Et alors, ce parallèle, ça pourrait être juste une corrélation, mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout juste une corrélation, c'est aussi un lien de causalité entre les deux. C'est-à-dire que c'est quand on comprend pourquoi le régime est autoritaire, on sait que c'est pas aussi parce qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des contre-pouvoirs, que on ne peut pas s'exprimer, et donc on peut pas, que les deux sont intimement liés. Dans les deux cas, on constatait qu'entre 2013, donc en 10 ans, la situation de la liberté de la presse et la démocratie, et l'indice de démocratie avait montré qu'il y avait une vraie dégradation à l'échelle du monde de la situation dans les pays. Donc, maintenant, je vais essayer de vous parler rapidement de RSF, parce que je ne savais pas combien de temps j'allais prendre. Je vais essayer de laisser une partie pour vos questions à la fin. Donc, l'objectif, c'était surtout de vous parler de la carte et ensuite de vous présenter l'organisation. L'organisation est internationale et c'est vraiment ce qui est important, par exemple, pour moi dans mon travail, c'est que je suis en contact avec des personnes dans beaucoup de pays dans le monde. Donc, on a des bureaux qui sont basés à l'international. Par exemple, à Dakar, il y a le bureau qui gère toute la zone d'Afrique. Pareil, à Taipei, l'Asie, il y a une partie de la zone asiatique qui est gérée à Taipei, à Taïwan. L'Amérique du Sud à Rio, etc. Mais en plus de ça, on a des correspondants, plus de 130 correspondants qui sont directement présents dans les pays. Donc là, c'est souvent des journalistes indépendants qui ont un autre travail à côté, mais qui nous renseignent sur la situation dans leur pays. Et c'est vraiment eux notre source première d'information au quotidien.
À RSF, on défend la liberté de la presse, mais c'est plutôt plus global que simplement la liberté de la presse, c'est aussi l'indépendance des médias et le pluralisme de l'information. C'est-à-dire que les médias ne doivent pas être contrôlés, mais aussi que l'information doit être variée. Il ne peut pas y avoir qu'une seule manière de penser, il faut avoir la possibilité de donner plein d'informations différentes et on ne peut pas la contrôler non plus. Ce qu'on fait, c'est surtout une première partie de publications qui vont être à la fois publiées sur notre site internet tous les jours et sur les réseaux sociaux, mais aussi une partie de plaidoyer, c'est-à-dire qu'on dépose plainte. Donc, il y a différentes formes de plaidoyer. Parfois, ça va être des actions. On va simplement faire une pétition. Parfois, on va faire une négociation législative. On va essayer de demander quelque chose au gouvernement. Et parfois, on va déposer plainte. Donc là, c'est ce qu'on a fait récemment aux États-Unis, mais aussi devant la CPI, la Cour pénale internationale, pour dénoncer les crimes contre les journalistes dans les zones de guerre. Donc, on essaye de faire plein d'actions différentes, mais on continue quand même à aider directement les journalistes. On ne peut pas simplement défendre la liberté de la presse sans être au plus proche de ceux qui sont en danger au quotidien. Donc, on a un service d'assistance qui les aide à se réinstaller, à leur donner du matériel lorsqu'ils en ont besoin, un soutien psychologique, ou alors les aider lorsqu'ils ont, par exemple, on porte plainte contre eux, à avoir des frais juridiques, un avocat, etc. On aide aussi à avoir des formations de plus en plus pour aider les journalistes à se former sur le terrain, par exemple, lorsqu'ils sont en zone de conflit, savoir faire, pour les aider à savoir réagir dans des situations typiques, ou aussi comment faire pour faire face à la désinformation, faire du fact-checking sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose. Le fact-checking, c'est vraiment, par exemple, peut-être que vous connaissez, je me rends pas compte, c'est, par exemple, vérifier qu'une information est vraie. Parfois, on voit des images sur les réseaux sociaux, on ne sait pas si c'est juste une reprise de quelque chose d'il y a 5 ans ou si c'est une nouvelle information. C'est savoir vérifier la source de l'information. En plus de ça, RSF a des projets innovants. Par exemple, donc, le projet Spinoza, c'est en fait l'idée de faire un chat GPT, on va dire, responsable. C'est-à-dire qu'on puisse contrôler nous-mêmes, choisir quelles sources on met dedans. Et puis, au moment où on récupère toutes les informations, donc quand on pose des questions à l'intelligence artificielle, elle nous précise vraiment en détail d'où viennent chaque information. Et ça permettrait, par exemple, d'avoir en interne des intelligences artificielles qui soient pas qui n'appartiennent pas à d'autres personnes, etc., et qui soient utilisées par les journalistes de façon indépendante. On aide aussi à faire on a aussi un projet qui s'appelle la Journalism Trust Initiative, donc initiative de confiance dans les médias. En fait, là, on aide des médias à être certifiés, c'est-à-dire qu'on leur envoie un questionnaire, on leur demande si, par exemple, ils vérifient bien l'information, est-ce que en amont dans leur ligne éditoriale, au moment de la création de leur publication, est-ce qu'ils vérifient bien l'information, est-ce qu'ils sont est-ce qu'il y a un lien qui est pas trop important entre la publicité et l'activité journalistique? Est-ce que les deux ne sont pas trop liés? Comment est-ce qu'ils font pour éviter justement qu'il y ait une confusion entre publicité et information journalistique? Et s'ils respectent un très grand nombre de règles, on leur donne une certification. Et comme ça, on peut permettre de montrer que certains médias sont des médias qui respectent la pluralité de l'information. On avait aussi envoyé un satellite au-dessus de la Russie pour contourner la censure, donc qui s'appelle Svoboda, qui est, ça veut dire liberté en russe. Voilà. Je crois que je suis à peu près dans les temps. J'ai essayé de faire en une demi-heure et je veux surtout pouvoir répondre à vos questions pendant le temps qui nous reste.